j'ai fondé Baleco il y a 4 ans. 2012 a été mes premières ventes. Alors, j'ai opté de redéfinir la notion de la propreté. C'était vraiment mon engagement que je voulais faire. Je suis intolérante à des fragrances synthétiques et donc, depuis très jeune, je fabrique mes propres produits nettoyants, corporels et cosmétiques. Alors, il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de partir une nouvelle entreprise et c'est le champ que j'ai choisi de développer une gamme de produits nettoyants, corporels, savon à main, crème à main, qui soit sans fragrance, efficace, biodégradable. Donc, je voulais à tout prix redéfinir tout ce qui était le contenu du produit et en même temps, je crois que dans les prochaines années, un des fléaux et un des problèmes que votre génération devra adresser, c'est l'empreinte de plastique. Alors, dans la mission de l'entreprise, autant j'ai développé une gamme de produits écologiques, je voulais à tout prix revoir l'éco-conception de comment on pouvait distribuer le produit. Et aujourd'hui, il y a des stations de remplissage, autant dans les supermarchés que les boutiques de produits naturels, que l'entreprise, où les gens peuvent réutiliser leurs bouteilles et tout simplement remplir à un coût plus petit. Alors, c'est vraiment le champ de production que je fais. C'est très petit, ça fait 4 ans qu'on existe. J'ai parti l'entreprise dans un petit café de Saint-Henri, au coin du comptoir, à écrire un petit peu ce que j'avais envie de faire. Puis aujourd'hui, bien, on est 5 employés à temps plein, 100 points de vente sur l'île de Montréal. Et puis, on a ouvert depuis le mois de septembre 10 boutiques. Bien, c'est pas mes boutiques, là, évidemment, mais des boutiques qui représentent notre gamme de produits à Toronto. Donc, on est établi, je considère, en Ontario depuis 1 mois et demi seulement. L'industrie des produits écologiques, c'est sûr que vous avez sur les tablettes des produits comme Attitude, BioVert, qui sont quand même québécois, des produits comme Nature Clean, qui sont plus canadiens, Seven Generation, plus américains. Tu sais, ça se limite à ce niveau-là. Et quand on arrive dans l'entreprise, le B2B business, que je vends à des garderies, je vais vendre à des vétérinaires, des entreprises, petites et moyennes entreprises, des commissions scolaires, là, au niveau de mon système, au niveau du produit, présentement, je n'ai pas personne qui compétitionne. Je n'ai même pas personne au niveau de la station de remplissage. Donc, c'est vraiment un nouveau concept qui demande beaucoup d'éducation. Parce que là, je leur vends des produits nettoyants, écologiques. Ah, ça ne marche pas, c'est trop cher. Puis là, en même temps, je lui dis, ça sent rien. Ah, bien là, ça sent pas le citron, ça sent pas la lavande, les chutes du Niagara, ça lave pas. Puis après ça, j'ai dit, bien là, en même temps, si ça te tente, va donc remplir ta bouteille une deuxième fois. Ça dure 400 ans dans l'environnement, le plastique. On pourrait l'utiliser 1 fois ou 2 de plus. Alors, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas personne présentement qui fait ça au Canada. Ça, c'est intéressant comme question parce que l'industrie de l'étiquetage des produits nettoyants n'est pas réglementée au Canada ni aux États-Unis. Alors, quand vous voyez des produits nettoyants avec une petite feuille verte, naturelle, on peut mettre ce que l'on veut sur une étiquette. Il n'y a aucune réglementation sur l'étiquetage. Je ne suis pas obligée de mettre du tout les ingrédients. Je pourrais vous mettre des petits dessins verts, puis qui auraient l'air un petit peu que je suis verte, que je suis écologique, mais je n'ai aucune réglementation. Décidément, dans mes valeurs, puis je n'ai pas répondu tout à fait complètement à ta question au début, les valeurs de l'entreprise, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir une entreprise écologique si nous ne sommes pas transparents. Oui, dans les pratiques d'affaires, mais transparents au niveau des ingrédients de mon produit. Alors, je mets tout sur l'étiquette pour que les gens comme vous et comme moi, qui sont intolérants à des produits, peuvent avoir l'information s'ils la recherchent. Ça, c'est pour l'étiquetage? Oui. Les produits lui-même? Pas plus. Pas plus, il n'y a rien. Là. Pas plus. Moi, j'ai développé les produits avec un chimiste qui savait ce qu'il faisait, une chance. Donc, il savait ce qu'il faisait. C'est même pas une réglementation, mais si je veux faire certifier le produit Écologo,
au Green Seal, il y a des certifications écologiques que je pourrais aller chercher sur le produit en soi. Mais l'usine de fabrication, c'est ils suivent juste des bonnes pratiques de fabrication. C'est tout. Les compétences distinctives, je peux dire que je n'avais pas aucune compétence technique dans le produit. Donc, quand j'ai parti l'entreprise, je ne connaissais pas les produits écologiques, nettoyants, corporels. J'arrivais d'une industrie où on avait une entreprise familiale où je fabriquais de la quincaillerie pour construire des réseaux électriques. Donc ça, c'est mon background. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, après 4 ans, c'est assez clair pour moi que le fait d'être transparente, le fait d'être cohérente dans mes valeurs, de vouloir intégrer mes convictions sociétales et environnementales dans mon entreprise, ça fait qu'on se distingue au niveau de nos valeurs, au niveau du service à la clientèle, puis au niveau définitivement de la façon dont je distribue le produit. On voit aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me différencie. Au niveau environnemental et objectif sociétal, on a fait la certification B Corporation. Est-ce que les gens ici savent ce que c'est d'être une entreprise B Corp? Non, pas assez. Alors, une entreprise B Corp, puis je vais y aller très rapidement, mais ça va répondre à la question. C'est justement, c'est un peu c'est hybride entre une entreprise à but non lucratif et une entreprise qui est complètement détenue 100 actionnariat. C'est qu'on demande à des avocats d'ouvrir nos statuts d'incorporation et d'inclure au même titre que le profit nos considérations sociétales et nos considérations environnementales. Tout mon temps que j'ai été à l'université, c'est banc d'école. J'ai étudié en finance à l'Université d'Ottawa. La seule raison d'être d'une entreprise, c'est l'avoir des actionnaires. Maximiser l'avoir des actionnaires. C'est ce que j'ai appris. Aujourd'hui, en 2016, je peux vous dire avec conviction qu'on peut faire une entreprise, faire de l'argent avec l'entreprise, ça doit être profitable, mais pas au détriment du développement économique local de chez nous et au détriment de l'environnement. Je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis je sais très bien que ce n'est pas les réalités de tous les pays qui peuvent avoir le luxe de dire ça, mais je pense qu'ici au Canada, on a tout à fait les ressources pour pouvoir intégrer ces valeurs-là. Alors, en étant B Corp, puis Renaud, je réponds à ta question, bien, c'est des outils qu'on a et c'est des objectifs qu'on doit établir et chaque année reviser ces objectifs-là pour atteindre et obtenir notre certification et la recertification. Donc, des objectifs au niveau de retombées locales, en ayant le nombre de fournisseurs locaux, autant sur la gouvernance des entreprises. Donc, on est noté, c'est-à-dire que comme propriétaire, je ne me prends pas 8000 fois de salaire que le dernier rentré. Il y a vraiment des normes très bien établies de gouvernance, gestion de mes déchets, gestion de l'usage de l'eau, gestion de l'usage d'électricité. Donc, on a des objectifs extrêmement précis qui font en sorte que, environnementalement parlant, j'ai des cibles à atteindre. Puis socialement, bien, moi, je l'ai apporté, ce petit sac-là, parce que c'est mon dernier projet, il y a 3 mois. C'est des pastilles lave-vaisselle. Ça existe, je n'ai pas inventé la roue là-dessus. Par contre, elles viennent d'Europe. C'est le seul produit qui provient de l'extérieur du Canada. Les Européens, les Français, à Lyon, c'est vraiment les spécialistes des pastilles lave-vaisselle. Donc, pour contrer mon empreinte de faire venir ça d'Europe, bien maintenant, c'est une entreprise d'économie sociale, Coforce, dans l'est de la ville, Saint-Léonard, qui prennent les pastilles, qui les mettent dans mon stack, compostable, qui mettent l'étiquette et qui me renvoient. Donc, socialement, c'était un de mes objectifs de pouvoir offrir à des compagnies d'économie sociale qui embauchent des gens avec handicap léger à moyen qui puissent participer au projet. Mes formules, quand les gens me disent c'est des produits écologiques,
Ben moi, je réponds pas, oui, c'est des produits écologiques, vous pouvez les boire. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent, bon, c'est tellement écologique qu'on peut les boire. Pas du tout. Ça reste des produits chimiques. Ça reste des molécules qui ont été transformées chimiquement, qui sont à base végétale, qui sont naturelles, à base de noix de coco, d'huile d'avocat. Tu sais, j'ai plusieurs types de produits, mais il me reste encore quelques produits synthétiques. Je ne suis pas capable d'enlever. Donc, j'ai eu de la pression de mes clients parce qu'on est écologique. Il faudrait l'être jusqu'au bout. Ils veulent voir des formules qui sont 100 naturelles et surtout 100 biodégradables à l'intérieur de 28 jours, ce qu'on n'a pas. Un liquide à vaisselle comme ça, il est biodégradable à 88 à l'intérieur de 28 jours. Après 28 jours, il y a des traces encore dans l'environnement, mais il reste quelques pourcentages. Donc, oui, on est sous une loupe constante pour s'assurer. La pression que j'ai le plus, c'est les gens de l'extérieur du Canada ou des États-Unis qui veulent me vendre des bouteilles. Que ça vienne de différents pays, du Mexique, du Pakistan, de l'Inde, de la Chine, qui veulent avoir l'opportunité de me vendre des produits où j'ai énormément de pression parce que tu reçois la soumission, c'est 15 sous, puis je te pointe clair à 78 sous. Fait que c'est là, la pression, elle est interne et ça vient toujours confronter tes convictions. Puis c'est là, il faut que tu gardes tes convictions. Tu dis, non, pas de suite. J'ai pas du tout... j'ai envie de vraiment favoriser le développement, en premier, de l'île de Montréal, du Québec, du Canada, États-Unis. Parce qu'il y a des choses on ne peut pas acheter ici. Dans les emballages, je voulais voir la station de remplissage. Est-ce que c'est le même fournisseur qui fait ce contenant-là? Que le même fournisseur? Que celui avec le savon c'est vaisselle? Toutes des fournisseurs différents. OK. Ce contenant-là, il est fait dans la ville de la Chine, pas en Chine. Donc, lui, c'est Silgan qui moule ça. C'est à la Chine. Cette bouteille-là, elle est faite à Pointe-Claire. Le capuchon à Waterloo, d'un canton de l'Est. Puis l'étiquette à Sainte-Julie. Parfait. Puis dans le fond, les sacs, eux, Les sacs tantôt vous l'avez Tech mentionné. Pack, oui, Tech Pack, eux autres, ils viennent de l'Ontario. OK. C'est le seul sac que j'ai pu trouver qui était compostable et OK. non juste de papier recyclé. OK. Donc, c'est les 3 types d'emballages que vous utilisez. Oui, après ça, c'est d'autres types de bouteilles, mais effectivement. OK. Mais mes bouteilles viennent toutes de fournisseurs différents. Parce qu'un fournisseur va spécialiser dans un type de bouteille, puis moi, j'ai du détergent à lessive, ça a une bouteille différente, du liquide à vaisselle, du savon à main, OK. puis des stations. OK. Fait que ça en fait quand même plusieurs. Ça fait à plusieurs gérer, fournisseurs, là. OK, oui, oui, plusieurs. oui, OK. oui. Est-ce que les clients qui achètent des produits doivent se déplacer chez Baleco pour aller remplir Non, il y a 100 leur, points de vente sur l'île de Montréal. OK, parfait. Autant chez Rachel Berry OK. que chez Bioterre, chez C'est la Vie, MDG, j'en ai dans Hochelaga, j'en ai dans Villeray, Antique. Partout, il y a des petits points de vente, même des dépanneurs, des marchés alimentaires naturels ou de petites épiceries fines. Sur Laurier, on a les touilleurs. Tu sais, ils ont des stations de remplissage. OK, parfait. Fait qu'il faut juste... Les gens ne veulent pas marcher plus de 2 km. C'est quand même long, 2 km, là. Oui. Mais un déplacement, peut-être à la marche, à vélo ou whatever, mais pour aller remplir, là. Donc, il faudrait que je sois, là, partout. Tu sais, un concept de remplissage, ça existe, là. Le mieux l'a inventé bien avant moi. Mais ils ont 3 boutiques. Les gens, il faut qu'ils se déplacent très loin pour aller remplir. Moi, je voulais pas ça. Je voulais que ça soit dans ton quartier, que tu puisses y aller facilement, puis que tu contribues rapidement. Tu sais, tu remplis ça aux 6 à 8 semaines là, que tu passes une bouteille. Donc, si c'est dans ta petite épicerie que tu vas, si tu es dans ton... Là, j'en ai 3 IGA, un métro. J'aimerais ça être là partout. OK. Là, un comportement éthique. Souvent, je pense que les clients qui nous appellent ont une réponse très claire et très honnête chez nous. Donc, je pense que ça fait partie, moi, le service à la clientèle et la transparence auprès du client, je trouve que c'est un de nos comportements qui est exemplaire. Après ça, bien, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est de ne pas succomber à ses convictions de vouloir maintenir le développement économique local.
parce qu'on est constamment confronté. Éthique, je trouve le traitement des employés chez nous. C'est sûr que je suis une entrepreneure femme. J'ai embauché des femmes. C'est sûr que le traitement, il est absolument équitable. Et ça va être aussi gros qu'on va devenir. Ça va être un enjeu pour moi qui va être très important. Oh oui. Et puis, qui va avoir vraiment le mandat de l'approvisionnement responsable. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait encore des achats. Oui, on favorise le local, mais je ne pense pas que mon approvisionnement est responsable, assez à mon goût. Les enjeux, évidemment, c'est le développement des affaires. Ça, c'est mon enjeu principal, jumelé immédiatement par le financement de l'entreprise. Aujourd'hui, là, une petite et moyenne entreprise ou une petite entreprise comme moi, c'est toujours le cash flow du début. Tu n'as pas le choix, que je sois écologique, que je ne sois pas écologique, c'est des enjeux. Après ça, si j'avais répondu à cette question-là il y a 2 ans, je t'aurais dit l'éducation. Parce que l'éducation de vendre des produits nettoyants écologiques, c'est une partie intégrante de mon travail dans la vente. Il faut que j'éduque avant. Je vais partir, je n'aurai pas de commande, c'est pas grave. Mais on a éduqué, ça prend un certain temps, puis oups, à un moment donné, les gens te rappellent. Mais c'est complètement différent de ce que je connais comme vente. C'est pas de la même façon. D'autres enjeux, écoute, il y en a beaucoup. Je veux dire, la croissance de l'entreprise. On est parti, ma première commande, c'est 69 $, il y a, 3 ans et demi, 4 ans. Bien, 69 $, puis là, aujourd'hui, la taille de l'entreprise, on va atteindre le million dans, je dirais, 6 mois. Mais c'est quand même des enjeux de croissance puis de trouver du nouveau personnel. C'est les mêmes enjeux, finalement, qu'une entreprise. Et là, à partir de hier, j'ai une petite flotte de véhicules électriques qui fait ma livraison sur l'île de Montréal. Donc, il y a vraiment une première petite compagnie qui est partie avec son propre petit Kia électrique, que là, je peux pouvoir faire tout le centre-ville avec ça. Jusqu'à Québec, là. Je dis centre-ville, mais au Québec. Oui, oui. Oui, c'est ça. Avant, je m'occupais exclusivement de la livraison. Mais là, vu que lui, il a commencé à regarder ça, lui, il faisait la livraison par vélo. Donc, je l'utilisais tout à partir du mois d'avril à aujourd'hui. Donc, l'été, là, écoutez, là, il me chipait là, partout, là, de Pointe-Claire à Saint-Lambert. Il part en vélo avec un gros truc devant son vélo, plein de stock, puis il allait livrer mes clients. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que le centre-ville, c'est pas toujours évident. Mais là, il s'est acheté 2 petits véhicules électriques, puis là, bien, au moins, mon empreinte est un peu moins grande. Au début, mon fournisseur me fournissait 200 bouteilles comme ça. C'était la quantité minimale que je pouvais acheter. Parce que je me suis assise dans son bureau 20 jours de suite à lui dire, s'il vous plaît, vends-moi juste 20 bouteilles. Aujourd'hui, il ne veut plus. Le minimum que je peux acheter, c'est 25 000. Ouais. C'est 25. Je n'ai pas de place dans mon sol chez nous pour 25 000 bouteilles, sauf que c'est là que je suis rendue. C'est que là, tu as comme un moment où t'es petit, il me dit OK, mais là, aujourd'hui, il ne te permet plus. Fait que c'est 25 000 bouchons, 25 000 étiquettes, 25 000 bouteilles. Ils ne veulent plus. Fait que ton approvisionnement... L'unitaire diminue en fonction des achats, j'espère? Oui. Okay. Le cost est un peu meilleur. Mais pour eux, 25 000, c'est encore rien, là. Tu sais, 25 000, j'imagine qu'une bouteille de même, pour des gens qui sont plus gros, là, ça doit être minimum 100 000 la commande, là. Minimum. Fait que 25 000, je suis sûre que j'ai encore un prix quand même assez élevé. Pour survivre en tant qu'entreprise, j'ai ma gamme de produits, mais en même temps, si je rentre dans une garderie, puis ils me disent « OK, on achète tes produits », je leur dis « Bon, OK, je suis déjà là, je vais vous vendre les papiers, toilettes, Kleenex, papier essuie-tout, Cascade, fabriqué à Kinsey-Fall, Écologo, pas de clair. » Fait que j'arrive à avoir une entrée puis pouvoir leur donner un peu plus de produits écologiques. Puis eux, ils ont un fournisseur, puis ils aiment ça. Donc, c'est ce que j'appelle les produits finis. Mais ça, automatiquement, ça s'en vient chez nous puis ça s'en va chez le client. Mais ici, j'ai juste mis Coforce, qui est ça ici. Mais ce n'est pas vraiment significatif. C'est que j'arrive à être un fournisseur éco-responsable. C'est quoi vos critères pour choisir vos fournisseurs?
Dans B Corp, et c'est vraiment un des critères pourquoi je suis devenue B Corp, c'est justement toute l'évaluation du fournisseur. Je peux pas. J'avais pas le luxe au début de choisir mon fournisseur vraiment parce qu'on n'a pas un choix énorme. Par contre, ce que j'ai fait au début, j'ai regardé leur vision, s'ils avaient un minimum de politique de développement durable. Il n'y en a pas beaucoup encore. Je ne peux pas vraiment juste avoir ça. Je regardais un petit peu leur politique, je regardais leur gestion de déchets, je regardais si, peu importe si les gens étaient ouverts, si le propriétaire était ouvert dans mon discours. Je ne veux pas imposer ma philosophie d'être une B Corp, puis tout le monde devrait devenir B Corp. Ce n'est pas mon objectif. Mais je veux ouvrir la conversation avec mes fournisseurs. Donc, je regarde tous mes critères, que ce soit la gouvernance. Est-ce que les employés ont une participation dans l'entreprise? Je me promène sur le plancher. Tu regardes, y a-t-il autant de femmes que d'hommes? Il y a bien des choses que tu peux voir. Tu leur poses des questions s'ils ont des objectifs environnementaux qui se sont fixés. Je regardais s'ils utilisaient des produits déjà écologiques. Et puis si, surtout, ils utilisaient des ingrédients qui, selon moi, sont cancérigènes. Parce que des produits écologiques, c'est bon pour la planète. Mais malheureusement, il restait encore beaucoup de produits, ingrédients qui sont cancérigènes pour l'être humain. Donc, des perturbateurs endocriniens, des ingrédients qui déclenchent des crises d'asthme, des ingrédients qui déclenchent des crises d'allergie. Donc, pour moi, c'est important de s'assurer qu'ils n'ont pas ces ingrédients-là. Puis, c'était correct. Donc, on visite les fournisseurs régulièrement. Je suis très près de mes fournisseurs parce que c'est eux qui font ta business. Bon, bien, avez-vous une certaine influence sur vos fournisseurs pour, justement, qu'ils puissent répondre à vos exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale? Bon, la réponse était non avant. Aujourd'hui, je commence à devenir un petit peu plus important dans leur portefeuille. Donc, la réponse, c'est que dans pas longtemps, déjà, ceux qui font les pastilles, je leur ai envoyé mon questionnaire d'évaluation. Puis, je l'ai juste apporté ici, mon questionnaire d'évaluation. Il y a 5, 6, 7... Il y a 11 pages. Oui, quand même. Donc, si je leur achète 300 $ de produits puis que je leur envoie un beau questionnaire de 11 pages à répondre, ils ne me trouvent pas drôle. Pas du tout. Donc, tu sais, je fais un choix, mais ouais, je leur envoie le questionnaire et puis ils répondent parce qu'ils savent très bien que ce sont des enjeux, que si ce n'est pas avec moi qu'ils vont avoir à discuter, il y a quelqu'un d'autre qui va venir en discuter. Puis à date, j'ai des fournisseurs. J'ai un fournisseur qui a 100 millions de chiffre d'affaires. Il n'y avait jamais eu personne. Là, j'étais le Spoutnik. Il amenait un questionnaire d'évaluation de fournisseurs. Puis il l'a pris au sérieux, puis il m'a rappelé, puis il dit « Mon Dieu, c'est drôle, quelqu'un d'autre qui m'a demandé ça si je testais sur les animaux, parce que ça fait partie de mon évaluation. » C'est sûr que mes fournisseurs, ils n'ont pas des petites cages à lapins puis des petites cages à souris puis qui testent ces animaux. Sauf que tu leur poses la question, parce qu'il y en a qui en ont. Ça fait que c'est ça. Puis le dit questionnaire, est-ce que c'est vous qui l'avez développé ou ça provient de... B Corp. OK. C'est-à-dire que tu le développes, tu le soumets à B Corp. Ils ne te le disent pas quoi dire, là. Mais B Corp te donne une orientation. Discuter avec vos fournisseurs, parler de déchets, parler de gestion, d'objectifs, gestion de la gouvernance, parler du work ethics, assurez-vous qu'il y a l'équité salariale, tout ça. Ils te donnent des pistes et toi, tu développes tes propres questions. Fait que je suis sûre que je suis un petit peu trop zélée, mais c'est pas grave. Je le laisse de même. Puis j'aime mieux qu'ils ne me répondent pas à 3 questions puis qu'ils me répondent à 7 sur 10 que... C'est d'y aller trop, là, 3 questions, puis que finalement, c'est vague. Est-ce que vous avez évalué les bénéfices ou les résultats obtenus jusqu'à présent dans l'implantation de vos procédures de gestion en matière de gestion durable, éthique, chaîne d'approvisionnement, ainsi de suite, au niveau des fournisseurs? B Corp, ça va faire 11 mois qu'on est certifié. On va regarder ça. Je n'ai pas encore fait officiellement comme les chiffres de mes impacts,
La seule chose que je peux dire, par exemple, qui est un bon indice, c'est que d'avoir ces valeurs-là nous a donné un contrat. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une compagnie des savons Lush Cosmetics. Bon, bien, Lush a vraiment voulu s'approvisionner d'une entreprise qui était B Corp pour obtenir des produits nettoyants pour nettoyer l'ensemble de ses boutiques à travers l'Amérique du Nord. Ils nous ont approchés, puis parce qu'on était B Corp, puis évidemment, là, ça a été un processus de 2-3 mois, bien, on a eu le contrat. Et là, aujourd'hui, je ship des palettes de produits finis à Toronto qui sont déployés à travers l'Amérique du Nord pour nettoyer. C'est pas un gros contrat, là, mais... Hein? Pour nettoyer les magasins. Oui. Les gens. Donc, eux, ils aimaient le fait qu'on était B Corp, des produits évidemment écologiques, biodégradables et sans fragrance. Parce que leur environnement est tellement parfumé qu'ils ne voulaient pas contaminer avec des produits qui sentent l'orange. Donc, je vois que, oui, il va pouvoir y avoir des mesures très, très spécifiques à un moment donné sur l'obtention de contrats de par nos convictions. Dans le futur, est-ce que vous aimeriez intégrer d'autres principes et actions relevant de la norme ISO 26 000? Je sais que vous n'êtes pas dans l'ISO 26 000. On n'était pas encore, mais définitivement. ISO 26 000, ISO 14 000. Moi, j'ai établi pour l'entreprise familiale ISO 9 000. Donc, je suis une fille déjà de ISO. C'est sûr que c'était la version 1994, ça date de longtemps. Fait que j'ai établi ça en 98 jusqu'en 1999. J'ai adoré ça. Moi, j'adore travailler dans une entreprise où il y a des processus qui sont clairs, que tout le monde peut suivre. Donc, je comprends ça. Ce que j'aimais de B Corp, c'est que ça ne te rend pas ton processus, que ça n'encadre pas ton processus, mais ça encadre les valeurs de ton entreprise. Donc, je voulais commencer par là parce que je me disais, si ma fondation d'entreprise, elle est solide par les valeurs, par les convictions, je vais pouvoir grossir une entreprise, pas plus rapidement en temps, mais mieux. Je vais être mieux structurée. Je vais pouvoir embaucher des gens et leur poser avec mon questionnaire B Corp employé, parce que là, j'ai un livre d'employés même à 4. J'ai une évaluation d'employés. Puis dans l'évaluation d'employés, l'employé a même ses propres objectifs environnementaux et il doit faire 20 heures de bénévolat par année. Donc, c'est dans l'évaluation. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bénévolat? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme cause hors? Et ça, c'est sur le temps de l'entreprise. Donc, je trouvais que d'avoir un processus qui encadre l'embauche, qui encadre le fournisseur, rendait ma structure plus solide. Puis même que j'ai une vraie business où on va être rendu à une vraie chaîne d'approvisionnement efficace puis rentable, bien là, ISO, ça va devenir tellement plus facile. Là, je vais rendre des processus qui sont encore trop au début. Fait que oui, ISO, ça s'en vient. À un moment donné, ça s'en vient, c'est sûr. Aimeriez-vous ou faites-vous déjà une évaluation triple bottom line, c'est-à-dire mesurer vos impacts financiers durables, mais aussi mesurer vos impacts sur la société et sur l'environnement? Non, pas encore. OK. Pas encore. Mais définitivement, ça, c'est quelque chose que je tiens. La seule chose que je fais, c'est que j'ai évalué le nombre de bouteilles qu'on a sauvées de l'environnement parce que les gens l'ont réutilisé une fois en allant se remplir. Et l'année passée, c'était 75 000 bouteilles. Alors, ce que je fais, c'est que j'avise chacun de mes clients, voici, parce que vous avez adhéré au concept, voici ça a été quoi votre impact et votre empreinte écologique. Donc, je le transmets au client en lui disant, « Wow, voici ce que ça t'a... voici comment tu as pu, toi, contribuer. » Donc, pour moi, la communication, puis de dire au client, tu sais, chaque bouteille, finalement, ça compte. Parce qu'en bout de ligne, j'en ai 75 000 que je n'ai pas eu à produire parce que les gens l'ont rempli une fois. Ma question est par rapport aux récipients. Est-ce que dans l'avenir, vous réfléchissez à faire des récipients qui sont sans plastique, qui sont vraiment plus bio? Bien là, présentement, j'ai déjà le 2.0 de ma station de remplissage, qui est une boîte de carton. Non, mais il y a un sac à l'intérieur. Je ne peux pas mettre... Par contre, au moins mon sac, qui arrive de Toronto, arrive à plat. Donc, dans une boîte, j'ai l'équivalent de 8 palettes de cette grosseur-là parce que le volume est tellement grand. Donc, au niveau des frais de transport, au niveau de mon empreinte écologique, au niveau de mon emplacement dans l'usine, on est rendu là.
Alors là, ma station, elle est développée de 10 litres et j'ai même des petites stations de 4 litres pour des condos, pour des gens qui voudraient avoir leur propre petite station de remplissage chez eux. Et j'ai déjà commencé à les vendre à Toronto. Fait que oui, ça s'en vient, c'est déjà fait. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour votre projet. Je trouve ça très beau, avec oui. les valeurs que vous portez. J'ai 2 petites questions à vous poser. La première, elle concerne votre gamme de prix. Je voulais savoir combien vous vendez vos produits. Par exemple, la petite bouteille. La petite bouteille, c'est ça. Ça, c'est 3,99 $. Oui. C'est vraiment très compétitif sur le marché. Comme je disais au tout début, si tu vends des produits écologiques, tu es trop cher puis ça ne marche pas. Donc, si tu te mets un prix trop élevé, c'est sûr que, comme je disais à Renaud au début, mes coûts de matières premières sont encore très élevés parce que je n'ai pas le volume. Donc, évidemment, tu mises sur ton volume, tu positionnes ton produit pour que les gens le prennent puis qu'ils l'achètent. C'est sûr que, écoutez, là, dans des pharmacies, je vois des trucs à 1,99 € en spécial, un produit d'âne là, qui lave les petits canards. Là. Je peux pas du tout compétitionner contre ça. Je maintiens mes prix. J'ai jamais vraiment de rabais. J'ai pas de promo parce que j'ai pas quand même beaucoup de marge encore. Mais ça va venir, ça. Avec le volume, il faut miser là-dessus. Moi, j'aurais une question sur... vous avez parlé du financement. Oui. Votre financement, d'où est-ce qu'il provenait au départ? Est-ce qu'il y a eu des investisseurs en anglais, là, des angel, des investisseurs, des investisseurs verts ou des investisseurs qui avaient des missions de responsabilité associées? Là? Il y en a quelques-uns. Est-ce que ça a été lié ou pas du tout? J'ai hypothéqué ma maison et j'ai pris mes REER. Ça a été les premiers. Après ça, quand j'avais plus accès à ça parce que j'ai tout pris ça, j'ai fait appel à du love money. Maman, papa, belle-sœur, frère. C'est un petit 3 000 là, un petit 5 000 là pour continuer. Et depuis hier, donc la question est ultra d'actualité, la Banque, au moins nationale, m'a offert 80 000 en marge de crédit. Parce que là, c'était toujours la question de cash flow. Puis là, je trouvais là, que ça n'avait plus de sens. Donc ça, et la BDC a injecté un prêt sur 5 ans que je dois dépenser dans les 3 prochains mois, mais que j'ai 5 ans pour remettre de 100 000. Donc, c'est ça. Mais je n'ai pas fait appel à des angel investors parce qu'ils voulaient une partie de ma compagnie. Je n'étais pas prête à laisser aller ça. Je veux garder ça pour moi tout de suite, toute seule pour l'instant. Et puis, les fonds verts, les banques, les ci, les ça, je ne sais pas où ils sont. Ils sont dans le journal. Ils disent qu'il y a de l'argent, mais moi, je ne les ai pas trouvés. Bon, bien, merci beaucoup, Annie. Bien, merci à vous autres. Ah, ben là, franchement, c'est ça.